On mènera la discussion après la communication suivante, donc celle de Pierre Mille. Pierre Mille est chargé d'études à l'INRAP et c'est un des seuls spécialistes français des bois archéologiques pour le Moyen-Âge, aussi bien des objets en bois que des bois d'architecture. Et il va nous faire sortir un petit peu de l'archéologie malgré tout, mais pour mieux revenir au Moyen-Âge, puisqu'il va nous parler d'une expérience d'ethno-archéologie qu'il a menée il y a quelques années maintenant. Bonjour à tous. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à cette journée. Je sais que je vais bouger. Je vais le prendre comme... Je l'emmène avec. Merci bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter rapidement le site de Charavine où ont été trouvés les premiers éléments de meubles que j'ai pu étudier. Le site de Charavine se trouve dans le nord Isère, dans le département du nord de l'Isère, entre Grenoble et Lyon. Il a été fouillé pendant 33 ans sous la direction de Michel Collardel et Éric Verdel. C'est un site lacustre, hein. Les fouilles se sont faites en subaquatique, ce qui explique que les bois se sont conservés. Plus de 6000 objets remarquables ont été découverts durant ces 33 campagnes de fouilles. C'est un site qui compte 3 bâtiments principaux, avec un 4e qui a été récemment trouvé dans les dernières années de fouilles à l'extérieur de ce que Michel Collardel nomme une enceinte. C'est moi qui... j'ai peut-être trop près. 33 ans donc campagnes qui ont permis de sortir aussi à peu près 750 pièces d'architecture qui ont été datées par dendrochronologie. Joël Lambert, qui s'est attelé à cette tâche, a permis de démontrer que les hommes s'installent vers 1003 et qu'ils sont chassés par la montée des eaux du lac en 1047. Donc moins de 50 ans d'occupation, mais un mobilier extraordinaire dont je présente quelques exemples. Ici des chaussures, des chausses en cuir, un peigne en buis à double endenture, un rabot quasi complet, des pièces d'échecs. Ici des plats et des écuelles en érable, et puis des grandes cuillères en buis. Et puis ce fabuleux arçon de sel, historié, avec 2 griffons affrontés de part et d'autre d'une croix grecque. Donc c'est les chevaliers paysans dont parlait Michel Collardel. On connaît la chanson. Vers la fin des années 80, ont été découvertes donc 2 planches en quasi-connexion. Des planches qui avaient des profils assez particuliers, des profils en V, avec une languette arrondie, des rainures semi-circulaires qui s'emboîtaient les unes les autres. Les extrémités laissaient supposer qu'il y avait un assemblage sur les 4 côtés des planches. Ce sont les vestiges de chevilles qui ont été mises en évidence ici et là, qui laissaient supposer cet assemblage sur les 4 côtés. Ce sont des planches en chêne qui ont été clivées. On aurait pu s'attendre à un sillage de long, mais en fait, ce sont des planches qui sont fondues. Le bois est fondu en section radiale sur bois vert, peu de temps après l'abattage des arbres. La deuxième planche était encore plus étonnante que la première, puisqu'elle avait une surépaisseur latérale et un rainurage également visible à cet endroit. Et c'est vrai que quand sort le DAF, le document d'archéologie française sur le lac de Paladru, en 1993, nous n'avions aucune idée de
à quel meuble appartenaient ces planches. Et puis je suis parti au début des années 90 en Roumanie, enquêter auprès des artisans, une mission ethno-archéologique que j'ai pu officialiser avec le ministère des Affaires étrangères entre 1993 et 1996. Et c'est vrai que la Roumanie était un pays merveilleux pour la culture matérielle, parce que chaque petit village avait son musée ethnographique où étaient montrés des objets domestiques. Chaque grande ville avait son musée de plein air, où étaient restituées les maisons du XVIIe, XVIIIe, XIXe, soit des ateliers, soit des intérieurs d'habitation. Et c'est vrai que le coffre, on peut le voir sur ces images, était omniprésent dans la Ménée roumaine. On a ici le coffre avec le lit et la table. Donc on retrouve ici ce coffre-là. Sur cette image-là, on a deux coffres, l'un qui est couvert de linge avec un berceau. Et enfin, cet intérieur présenté au musée de Motilor, c'est vers la frontière hongroise et ukrainienne, où le coffre en fait est le seul meuble à l'intérieur de cette cuisine, en dehors de la table basse et des tabourets. Et ces coffres, omniprésents dans tous ces musées ethnographiques de plein air, pour l'anecdote, le musée des techniques de Sibiu s'étale sur 42 hectares. Il fait l'état de toute l'architecture roumaine venant à la fois de la mer Noire ou du Maramureș, le nord de la Roumanie. Et en fait, tous ces coffres avaient des fonctions multiples. Des coffres à aliments, des coffres à linge, à vêtements, à papier, outils, coffres de dot. Et ce qui a été présenté ce matin, hein, cette multiplicité de fonctions. Et puis en 1994, grâce à Aurel Kyriac, qu'on voit ici en bleu, qui était le conservateur des musées d'Oradea. Oradea est une grande ville vers la frontière hongroise. J'ai rencontré Nicolae Oancea. C'était un vieil artisan qui avait été charron pendant toute sa vie et qui, pour le musée, réparait et fabriquait des coffres pour le musée de Bihor. Et alors là, on va introduire un autre terme, grenier, coffre et grenier. En fait, c'est la traduction littérale que j'ai fait de ces termes roumains. Grenier, c'est là où on conserve le grain, les semences ou la farine. En fait, ça s'appelle grenier. Ce sont généralement des coffres de très grande dimension qui sont peu décorés, à la différence des autres qui sont des coffres utilisés par exemple à l'intérieur des habitations ou des coffres de dot qui peuvent être décorés de belle manière, comme on peut voir sur celui-ci. Et donc, j'ai suivi Nicolae dans la fabrication de ces pièces de coffre. Et la première image, ici, on le voit en train de fendre du hêtre encore vert, qui vient juste d'être abattu. Ils font avec une hache coin et une grande masse. On retrouve en fait ces outils ici. Puis les planches sont amincies à l'aide de la hache à bûcher. On voit ici ce travail-là sur un document d'études de coffres en fait d'Afrique du Nord. Donc les planches clivées, hein, comme je vous l'ai dit, sur section royale. Puis sur la selle de travail, il finit le façonnage des planches à la plane. On a là quelques tarières pour percer les trous ce qui deviendront les trous de cheville. La plane est ici. Et puis enfin, il va se mettre à rainurer les planches. Alors bon, Nicolae le faisait sur un établi moderne, comme on peut voir derrière lui, mais avec un outil très particulier que je n'avais jamais vu. Ce
ce que j'ai appelé la rainette double. C'est un outil en T avec 2 crochets aux extrémités recourbés et affûtés et qui permettent en fait de rainurer les planches des coffres. On connaît la rainette de marquage du tonnelier, du charpentier de marine ou du forestier. Mais là, c'est une rainette, c'est-à-dire un outil pour rainurer les planches. Et puis, il avait une deuxième technique très particulière. Il enfumait les bois de hêtre qu'il clivait dans un four, on appelle un enfumoir. En fait, comme des jambons, il plaçait ces lots de planches ou de coffres. Là, on peut les voir, elles sont assez grandes. Hein, c'est un grenier qu'il est en train de bâtir. Il les mettait sur champ sur une sole et pendant 24 heures, il enfumait les pièces pour les dessécher, pour les sécher. Et une autre remarque aussi, on avait ces planches si bizarres en L avec cette surépaisseur rainurée. Quelques exemples aussi des décors qu'il peut faire au compas. Voilà. J'ai aussi dépouillé la littérature des ethnologues qui m'avaient précédé et j'ai pu constater qu'en fait il y avait un savoir-faire assez primitif sur les coffres médiévaux. Ici on a quelques exemples en fait de mets, de coffres. Et on retrouve à chaque fois cet assemblage particulier avec ce L rainuré qui reçoit les pièces du fond, avec une panoplie d'outils qui est presque celle de Nicolae Oansea que j'avais enquêté en 1994. Donc toute cette documentation, ce sont des ethnologues des années 60-70 qui l'avaient recueillie. Et en fait, il devenait possible donc de restituer le coffre donc le meuble de Charavigne en coffre. En fait, on savait qu'ils étaient assemblés sur les 4 côtés. Donc le panneau restitué était carré, il ne pouvait pas se retrouver en façade, c'était normal. Donc on l'a placé latéralement et en fait on pouvait restituer un meuble d'à peu près 120 à 160 de façade. Et en fait on va retrouver ce type de meuble un peu partout, dont on a déjà parlé, hein, les empreintes de ces 5 coffres carolingiens, avec les palâtres et puis la serrure dont nous a parlé Mathieu Linlot. Ces empreintes-là, c'est justement ces planches qui sont taillées avec cette forme en V si caractéristique qui a permis que les simples empreintes on puisse discerner le nombre de planches sur chaque côté. On retrouve ces planches avec ces profils particuliers ici sur des pièces du XIIe siècle. On a là toujours cette rainure semi-circulaire. On a cette pièce, une autre pièce en chêne cette fois, parce que les autres étaient en hêtre, avec cette surépaisseur rainurée, comme on a pu le voir dans l'atelier de Nicolas Oansea. Et enfin, à Saint-Denis aussi, un autre ensemble de pièces, de coffres, où l'on peut voir en fait l'emplacement de la serrure. Ici, donc, on sait que c'est un coffre, des planches de façade. Et Mathieu Linlot, tout à l'heure, nous a présenté le fonctionnement de cette serrure. Donc, toujours ce profil des planches très particulières, avec ce V semi-circulaire. Toujours fondu en section ornale, non pas scié. Et on retrouve en fait aussi toujours à peu près à la même période, en fait je vais revenir sur la pièce de façade de Saint-Denis. J'ai oublié de dire que quand on mesure bien en fait les longueurs des pièces, on se rend compte que ces coffres, comme ceux d'ailleurs des empreintes, ils sont légèrement pyramidaux. Plus ou moins, mais en tous les cas pyramidaux. Coffres pyramidaux qu'on va retrouver à Schleswig, c'est un site qui est en Allemagne, vers la frontière danoise. Et on retrouve ce type de coffre en pyramidaux, toujours
en chêne clivé, donc fendu, du délignage par fendage. On va voir la restitution donc, de ce coffre. J'ai mis en parallèle ce coffre roumain aussi, en pyramidal. Et puis pour le XIIIe siècle, toujours sur le même site, on a un coffre droit, mais on retrouve également ces formes de planches très particulières, toujours en V, et cette surépaisseur rainurée que l'on voit ici bien précisément et qui existe aussi sur ce coffre-là. On va retrouver ces types de planches à 3 dans l'Aube. C'est une découverte assez récente qui date donc les planches sont datées du XIIe siècle. On retrouve toujours ce profil en V, cette rainure semi-circulaire, clivage. Ce sont des planches en hêtre. Et puis le boîtier de serrure, dont le nombre d'exemplaires est assez rare en archéologie. Mais là, on retrouve, je ne sais pas si le dessin sort bien, mais on retrouve donc l'emplacement où la clé tournait, le logement où bouge le pêne, et puis la cavité verticale où se logeait l'obron du moraillon. Mais c'est vrai que le dessin ne sort pas très très bien, je suis désolé. Enfin, un autre coffre aussi qui a été trouvé à Allemagne-en-Provence. Donc c'est un site fouillé par Daniel Mouton très récemment et où on a retrouvé une maie et cette planche de fond avec cette surépaisseur si particulière qui retient les planches de ce fond. Voilà la restitution, voilà, pardon, l'exemple était là, que l'on peut faire de cette maie où ont été retrouvées donc une pâte de céréales carbonisée. Et en fait, pour montrer la permanence de cette technique, à la fois sur les objets archéologiques et les techniques employées par les artisans roumains, je voulais mettre en parallèle 2 documents. Le premier, c'est cette photographie qui a été prise par Georgeta Stoica, qui était une ethnologue roumaine de Bucarest, et qui a été même directrice du musée du village au début des années 2000, et qui en 1974 a pris cette photo d'un artisan qu'on l'on voit de face, en train de rainurer une planche, donc avec cet objet particulier, cette rainette double, à double crochet. On peut voir devant lui 2 poteaux plantés en terre, fendus, sur lesquels est bloquée verticalement la planche à rainurer. En fait, cette position est normale puisqu'il a besoin d'être dans le sens du travail qu'il fournit. Et donc l'œil va suivre le rainurage. L'outil est utilisé tiré. Et il va répéter l'opération plusieurs fois pour arriver à la bonne profondeur et au bon profil de la rainure qu'il veut. Et le deuxième document, c'est le vitrail de Chartres. C'est le médaillon des menuisiers, où l'on peut voir le même artisan, celui de gauche, avec 2 poteaux plantés en terre, fondus, sur lesquels est assujettie une planche verticale. Il tient à la main ce que l'on a, la rainette double, la même position pratiquement des mains. On voit bien le crochet qui permet de faire ce rainurage. Et là, on est pratiquement à 800 ans de distance entre ces 2 documents. Et la permanence du geste est absolument extraordinaire. On a aussi une autre permanence, c'est la panoplie que l'on peut voir dans l'atelier de menuisier, ici représenté dans le vitrail de Chartres. C'est à la fois la hache à fendre, que l'on a ici, la hache à bûcher qui permet d'affiner les planches, on l'a ici, la scie à cadre que l'on a ici aussi, qui permet de billonner et de couper les planches à la bonne longueur. On a les tarières qui permettent de faire les trous de cheville qu'on a ici. Et puis la plane que l'on retrouve en fait dans ce document archéologique polonais, où on a sans doute retrouvé ici les outils d'un artisan menuisier.
On a à la fois cette hache à bûcher qui est presque la forme d'un mouton. La rainette double, donc voilà, c'est un exemple du XIVe siècle en Pologne. Et puis la plane, cette fameuse plane ici avec une forme un peu différente. Et on retrouve en fait cette hache très large dans ce document-là, plus ancien même que le vitrail de Chartres, puisque c'est une fresque romane qui vient d'Autriche, et où on a là cette grande hache qui sert à affiner les planches. Et puis on retrouve sur l'artisan de droite, à nouveau les poteaux plantés en terre, fendus, sur lesquels est positionnée la planche verticalement. Alors c'est vrai que là, l'outil n'est pas précisément indiqué, mais on peut imaginer que c'est une rainette double, comme dans le document de Chartres, qui permet en fait de rainurer ces planches. Et en fait, la permanence, si elle est effective en Roumanie, si en tous les cas, toute l'Europe centrale a conservé la mémoire de cette technique, de ces outils, en fait, elle s'est totalement perdue en Occident. On ne va plus retrouver cette forme de fabrication, cette technique et cette permanence sur les coffres d'Occident. Comme par exemple les coffres de Lunebourg, où l'on a un coffre du XIIIe siècle, où on a encore la permanence de ce savoir-faire primitif, entre guillemets, où on a l'épaisseur latérale des planches avec cette surépaisseur caractéristique, des planches clivées. Et en fait, on va passer à un meuble au XIVe siècle, beaucoup plus fin. Là, ce sont des S épais, et là, ce sont des planches plus fines, souvent sciées de long, et non plus fendues. Et toutes les pièces vont devenir de plus en plus fines, et on va abandonner le rainurage, ce rainurage particulier, cette forme de planche, pour en fait, avec des rabots à moulure, produire la rainure dans l'épaisseur de la planche, et non plus utiliser cette forme très particulière de surépaisseur. On a la même transformation dans les coffres de Suisse du Valais, où le coffre du deuxième quart du XIIIe siècle, on a cette surépaisseur qui est là bien visible, avec des planches qui sont clivées, fendues, et puis un coffre du troisième quart du XIIIe siècle, où on passe déjà à une autre technique, qui est la technique en fait des menuisiers que l'on connaît à la fin du Moyen-Âge. Voilà en gros, de façon un peu dichotomique certes, mais un peu caricaturale, en tous les cas, le meuble du milieu du Moyen-Âge, on peut dire jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, avec ces planches fendues, cette surépaisseur, cet outil qui a totalement disparu de notre connaissance et de la connaissance des artisans actuels en Occident. Ici, ce sont des tentatives de fente sur des pièces à guédelon où j'interviens aussi. Et là, on peut voir en tous les cas les difficultés que l'on a actuellement à obtenir des planches bien fendues. On n'a plus les bois adaptés, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, l'on passe donc en Occident à des planches qui vont être sciées de long, rainurées avec des rabots à moulure très particuliers, les bouvets, et on va obtenir en fait des pièces, des rainures et des languettes de cette forme quadrangulaire. On va passer en fait d'un savoir-faire de charron charpentier à celui que l'on connaît de menuisier. Et enfin, la pièce la plus ancienne que l'on connaisse actuellement, qui a dont la preuve de cette nouvelle technique, se trouve à Saint-Denis. C'est une pièce qui date du premier quart du XIIIe siècle. Donc on peut bien situer en fait ce changement de technique autour du XIIIe siècle. Voilà. Je voulais ici rendre hommage à tous ces artisans que j'ai rencontrés au début des années 90,
Ils avaient tous plus de 60 ans. En fait, très peu d'entre eux doivent être encore parmi nous. Et je voudrais leur rendre hommage parce que c'est par eux que j'ai eu les réponses à mes questions d'archéologue. Je vous remercie. Merci Pierre. Pierre me disait tout à l'heure qu'il n'avait pas eu de successeur, donc c'est un savoir désormais à peu près perdu. Et il est intervenu au bon moment. Donc vous avez sans doute des questions sur les 2 dernières communications. Je ne sais pas de combien de temps on dispose. Ça va aller ? D'accord. Merci. J'ai une question pour Monsieur Linlot. Moi, j'ai vu dans les archives des mentions de serrures d'argent pour des coffres. Et alors, c'est dans l'iconographie, bon, mais des clés en or. Alors, je me demandais si c'était... Bon, pour les serrures d'argent, est-ce qu'il y avait des traces archéologiques et puis éventuellement un mécanisme en or? Bon. Alors, on a des traces d'éléments utilisant l'or, mais uniquement pour des petits cadenas qui sont alors qui sont des cadenas avec des allitérations amoureuses dessus, enfin qui sont des cadeaux donnés à sa conquête, etc., mais qui sont fonctionnels. Il y en a 2 qui ont été trouvés en Angleterre, qui sont conservés au British Museum, qui malheureusement ont été trouvés par l'utilisation des détecteurs de métaux qui est autorisé en Angleterre. Donc on a des contextes qui sont très limités. Il y a un cadenas en argent qui existe dans le trésor d'Erfurt qui est représenté, mais le cadenas est en argent sur l'extérieur, mais à l'intérieur il y a les 2 ressorts qui sont en métal, en fer, en acier. Ensuite, c'est les seuls éléments archéologiques que je connaisse. Après, ça peut être aussi doré. Est-ce que le laiton et l'or peuvent se représenter? Est-ce que c'est pas doré à l'or fin dessus par plusieurs techniques qui existent? Mais moi, j'en ai pas rencontré dans la littérature archéologique. Si ça existe, c'est pas très courant, mais voilà, j'ai pas de. À part ces exemples qui sont vraiment des petits cadenas à chaque fois. On imagine que ça peut être employé aussi. Ça peut être réemployé. C'est toujours disons que en archéologie, on retrouve surtout ce qui est jeté de manière prioritaire, ce qui ne se recycle pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu une archéologie de l'absence dans ma présentation, c'est parce que le coffre on le perçoit, mais finalement pas si bien que ça. Donc j'ai pas d'autres exemples en tête que ces petits cadenas qui en fait dérivent des cadenas en laiton qui sont utilisés jusqu'au XIVe siècle, et c'est les mêmes périodes, c'est le XIVe siècle à chaque fois. Pour le trésor d'Erfurt ou pour les découvertes londoniennes, elles sont datées du XIVe siècle. Et sur votre période qui est le XVe, on a parfois des grandes serrures, des étamages. On a un bain d'étain. Ah oui. Et ce bain d'étain, cet étamage qui a des vertus de protection anti-corrosion. Cet étamage qui a des vertus anti-corrosion, quand il est frais, il a une apparence d'argent. Donc il a ce côté blanc, métal blanc très brillant, qui peut le faire prendre pour de l'argent. Oui. Oui, mais enfin ça, on a aussi des épées à la manière de Bordeaux et on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et donc, enfin, il y a plein de choses à la manière d'eux. Après, ce que nous avons, nous, à partir des objets, c'est qu'on fait le constat qu'on a des serrures qui peuvent être très jolies, qui peuvent même avoir des décors d'orbevois avec de la plaque en laiton derrière, mais qui paraît comme de l'or, et une alternance de plaques décoratives successives qui forment le sandwich du palâtre, qui donne ce sentiment de métaux précieux, mais qui ne peut en aucun cas être des raisons de résistance mécanique. Dans la comptabilité, on essaye d'être précis sur le coût des choses. Pour les justifier. Donc, quand on est serrure d'argent, c'est pas obligatoirement d'argent. D'accord. C'est rien, mais comment on ne voit pas? Oui, d'accord. Donc ça peut être une question de pratique, c'est-à-dire de résistance, effectivement.
c'est tout le problème de la description des objets. Oui. Et donc, ce qu'on a vu ce matin, d'un champ sémantique extrêmement large qui recouvre des réalités qui ne sont pas forcément perçues comme on peut le percevoir à travers l'écho concret et réel qu'on en a des objets conservés aujourd'hui. Et qu'on a plutôt le sentiment qu'on va donner des noms qui vont bien pour la description, mais qui ne recouvrent pas forcément une nomenclature chimique ou élémentaire. Et pour l'étamage, on le connaît archéologiquement sur les serrures depuis au moins le 8e siècle. Ça se conserve plutôt bien, ça s'observe par radiographie très bien, enfin, quand l'objet est plutôt bien conservé. Et donc ça, l'étamage, même le cuivrage, à Charavine, il y a une clé qui a une trace de cuivrage, donc de cuivre qui a été rajouté dessus. Alors c'est très léger, mais ça peut être interprété comme ça. Mais l'étamage, il était aussi pour éviter la corrosion, au premier abord. Avant l'acier inoxydable, c'est la manière de protéger le fer. Je ne sais pas si les clés en or sur lesquelles on essaye d'enlever le sang existaient finalement. Ça m'embête. Comment le percevoir archéologiquement? C'est comme ça. J'ai une question pour Monsieur Mille. Sur votre magnifique vitrail de Chartres que vous nous avez montré. Je voudrais savoir en fait si dans la cathédrale, pardonnez mon ignorance, est-ce que c'est lié en fait à une confrérie de menuisiers ou de menuiseries qui se serait représentée en fait dans ce vitrail. Il me semble que très souvent c'est le cas. Et en fait, je m'excuse pour le caractère embrouillé de ma question, mais je suis très étonnée. Enfin, je suis tellement étonnée en fait que le savoir-faire que vous avez décrit se soit perdu ou qu'il ait été remplacé, que je me demandais en fait si une histoire de confrérie de menuisier ou de menuiserie existe et si elle permettrait en fait d'entrer en relation avec votre travail pour savoir dans quelle mesure ce type de technique a pu exister, être remplacé, être considéré comme à la mode ou que sais-je encore. J'ai compris qu'en fait ça donnait la seconde technique des choses qui étaient finalement plus fines, plus plates et donc peut-être considérées comme plus légères ou plus utiles, plus utilisables. Mais il est quand même curieux en effet de constater cette différence, je dirais, de permanence en fait des techniques. Les coffres devenaient plus transportables. Mm. On pouvait les manipuler plus aisément, puisqu'ils devenaient plus légers. Je ne sais pas pourquoi l'Occident abandonne ce savoir-faire, mais on ne le retrouve pas, par exemple, dans les meubles du XIV-XVe siècle, ni dans les meubles de la Renaissance. Et puis, les compagnons que j'ai pu enquêter à l'époque n'avaient absolument pas. Oui, pas du tout. Oui, aucun n'avait souvenance de ce type de fabrication. En fait, c'est les artisans roumains qui m'ont permis de refaire surgir ce savoir-faire, quoi. À la fois les outils, la permanence du geste et la technique, quoi. C'est vrai qu'au début, Peset, qui était mon maître qui m'avait demandé d'enquêter auprès des compagnons du Tour de France et puis des derniers artisans qui existaient encore en France dans les années 80, mais je n'ai jamais eu de réponse claire de leur part. Et en fait, c'est en partant au Maroc et puis surtout ces missions en Roumanie et dans les pays de l'Est que j'ai eu la révélation avec ces artisans qui étaient les derniers détenteurs en fait, de leur savoir-faire. Il existe, ces gens-là n'avaient plus d'apprentis, les fils ne reprenaient pas derrière eux le métier du père, et c'est perdu, quoi. Mais on a la chance d'avoir une ethnographie, des publications ethnographiques nombreuses, et on peut, à travers ces publications, voir et reconnaître ces savoir-faire. En fait, l'ethnographie en Roumanie dans les années 60-80 a été vraiment prolifique. Justement, pour revenir à ces outils et notamment à ce magnifique vitrail, je suis très surpris qu'on n'y voit pas le coutre, qui est pourtant l'outil le plus classique pour refendre du bois. Enfin, notamment dans les années 80, dans le Maramuresh, tous les bardeaux réalisés en bois étaient débités au coutre. Et vous n'en parlez pas, donc à partir de quand on le voit apparaître ? Écoutez, oui, c'est une question intéressante. Je n'ai pas moi-même la réponse, mais j'aurais tendance à penser que le milieu du Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 9e et le 12e siècle, on ne connaît pas cet outil.
on ne clive pas avec le coutre, on le fait avec la hache coin, la hache d'abattage. On le fait sans doute au coin en bois aussi. Et c'est à partir du XIIIe siècle, en fait, je pense qu'il y a un seuil technologique phénoménal. Je le perçois en étudiant les objets de Saint-Denis, les objets en bois de Saint-Denis, plus de 1500 artefacts qui ont été trouvés sur cette fouille, en 20 ans de fouille. Et on a un seuil technologique où tout va changer. On voit bien, là on l'a eu pour les coffres, donc plutôt au XIIIe siècle. On le perçoit plutôt au XIIIe siècle pour les coffres, mais il est certain qu'on va changer de savoir-faire, totalement, dans tous les domaines, que ce soit les tourneurs, que ce soit les tonneliers, que ce soit tous les métiers du bois. Il y a du métal aussi. Oui, on le voit dans tous les secteurs de la société, en fait. Je pense que c'est un seuil qui est l'âge d'or de l'artisanat, où on va justement diversifier les outils. Et c'est pour ça que j'ai tendance plutôt à penser que le coutre, c'est plutôt le second Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVe, qu'il est inventé et utilisé. On n'en a pas dans la campagne. Non. Pas, du moins, je n'en connais pas. Une question pour Monsieur Mille, enfin en deux toutes petites questions auxquelles il aura la gentillesse, s'il le peut, de répondre brièvement. Mais avant cela, quand même, je voudrais vous remercier pour non seulement la qualité de ces interventions, mais la capacité dans laquelle vous vous êtes mis de communiquer un savoir technique à des gens qui ne sont pas des spécialistes. C'est extrêmement appréciable. Donc vraiment, merci à tous les deux. Donc, ces deux petites questions. Pour la première, elle concernerait la vermine et la façon dont ce bois aurait pu être préparé, puisqu'il est fait pour durer, être solide, pour résister à la vermine. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Et ma deuxième question concerne le bois débité de façon radiale. Est-ce que les coffres, en regard de la taille qu'ils ont en général, sont tous fabriqués dans un seul arbre ou dans plusieurs arbres? Et voilà, est-ce qu'on sait ça? Parce que pour moi, dans les modèles de représentation, ça serait vraiment important si le coffre était issu d'un seul arbre décomposé en de multiples pièces réagencées. Merci. Alors, il n'y a que la dendrochronologie qui peut répondre à cette deuxième question. Je ne connais pas de travaux dans ce sens. En plus, pour les périodes plus anciennes, on n'a que des objets archéologiques disparates. Vous avez vu, c'est un boîtier de serrure ici, une planche là, deux autres. Et donc, il est bien difficile de savoir si c'est dans un seul tronc d'arbre. Mais bon, logiquement, oui, pour faire un coffre, vous l'avez vu, Nicolas Eoancea prend un tronc qu'il débite en billon, et après il va fendre le même tronc et s'en servir pour faire son coffre. Et quand ceux qui ont commandé le coffre ne venaient pas le rechercher, lui-même prenait ses planches sur son dos et allait le monter dans la famille qui commandait le coffre ou le grenier pour conserver les grains. Et puis la première question, excusez-moi. Sur la vermine. La vermine. Alors je connais qu'une chose, c'est sur les charpentes, c'est le lecho. On badigeonnait en fait un lecho qui a donné cette teinte un peu claire au chêne. Et c'était justement contre les attaques des insectes. Alors la fumigation, je ne sais pas. Oui. Il y a parfois aussi une précarbonisation à la torche pour pouvoir caraméliser d'une certaine manière. Ouais. Comme on a dit, une charpente, c'est un carré taillé dans un rond. Aux quatre points du carré. Oui. Je dis comme une charpente, c'est un rond, c'est un carré taillé dans un rond. Aux quatre pointes du carré, on est plus près de l'aubier. Et donc ce sont ces zones-là qui sont susceptibles d'être infestées. Et ce qu'on connaît en tout cas, la fin du Moyen-Âge, mais on présuppose que ça se transpose, ou le chaulage généralisé, qui forme effectivement la barrière aux insectes xylophages, ou la précarbonisation,
qui permet de caraméliser ces zones de sucre qui vont les rendre indigestes. D'accord. On a dans l'architecture. Mais... Alors, il y a aussi une autre forme de dessiccation. Peut-être qu'il y a justement intérêt à le faire parce que c'est contre les insectes également. C'est le trempage dans de l'huile, je l'ai vu, dans du schiste, dans des sécrétions d'urine, de fumier. En fait, il y a tous les procédés possibles et imaginables, et le bois devenant unifugé et imputrescible après ces trempages. Voilà. On va prendre 3 minuscules questions, très importantes, mais minuscules en temps de parole, et 3 minuscules réponses importantes en qualité, mais en temps de parole aussi, très bref, si c'est possible. Mais vous voyez ce que ça déclenche de passion scientifique. Ah d'accord. Donc sur la vermine, un complément de réponse, Madame Catiche et Elisabeth Taburet. Et on arrêtera là et on continuera entre midi et 2 et pendant les pauses. C'est aussi. Donc 4 et stop. Pour lutter contre les insectes, il y a aussi l'emploi de certaines espèces de bois. Dans les inventaires de trésors d'églises du sud de la France, on voit des coffres en bois de cyprès pour protéger les vêtements liturgiques. Ce bois étant censé donc protéger contre l'activité des insectes. Voilà, c'est terminé. C'est la térébenthine là, qui joue ce rôle-là. Moi, une minuscule question à M. Malo. Pardon. Est-ce qu'on a des trouvailles archéologiques de multiples serrures sur un même meuble ou objet ou coffre? Non. On n'en a jamais trouvé. On connaît des coffres qui sont conservés, qui ont plusieurs serrures, mais on n'a jamais... les rares exemples comme celui de Saint-Denis où il y a la serrure qui est dans le coffre qui s'est putréfiée, et c'est un exemple, mais on n'en a pas plus que ça. Après, ce qu'on observe au niveau de l'évolution technique des mécanismes, qui est un autre sujet, c'est qu'à partir du XIVe siècle, fin 13e, XIVe siècle, on commence à multiplier les peines, donc les points de fermeture, ce qui aujourd'hui est demandé par nos assurances d'avoir des portes 3 points, etc. On commence à le voir apparaître à partir de la toute fin du XIIIe siècle. XIVe siècle. Et ça commence très certainement par la multiplication de serrures sur un meuble ou sur une porte. Mais à part la porte du château de Saumur, où il y en a 2 serrures qui ont été conservées, parce que là, la porte avait été murée, j'ai pas d'autres exemples, et là c'est pas un meuble, c'est une poterne, j'ai pas d'autres exemples. Après, des meubles qui en conservent 3 ou 4, on en a. Il y en a en Angleterre, en Allemagne, même en France, où il y a plusieurs serrures. Mais le problème de ces meubles-là aussi, qui sont conservés in situ, j'essaye de faire vite, c'est que les serrures sont changées à un moment donné, puisqu'elles finissent par casser, on perd la clé ou autre, et on les change et on met des cadenas. Quasiment tous les coffres de Lunebourg ferment avec des cadenas, et les serrures ont été à moitié arrachées, par exemple. Non, c'est parce que j'ai des exemples de conservation d'archives dans des armoires ou coffres qui exigent pour qu'on y ait accès que 2 personnes au moins puissent, avec une clé chaque fois différente, puissent les ouvrir. Ça se perçoit dans les textes, ça se perçoit dans les meubles conservés, mais archéologiquement, malheureusement, non. Merci. Oui, pour ma part, c'était plutôt un complément de réponse à ce qui a été dit tout à l'heure concernant les textes d'inventaire, et notamment d'inventaire princier. Il me semble que vous avez sûrement fait l'observation. On y constate, de même que dans les textes qu'a cité Cécile Lagarde, cette diversité des mentions, cette diversité sémantique, mais qui ne correspond pas à une spécificité de forme, et donc cette grande difficulté de mettre en regard les termes rencontrés dans les inventaires et les spécificités formelles d'objets conservés ou évoqués. En revanche, il me semble que s'il y a un sujet sur lequel on peut faire assez confiance aux rédacteurs d'inventaires, et notamment d'inventaires princiers, c'est sur la description des matériaux. Parce qu'évidemment, ça change l'évaluation monétaire. Et donc, si vous trouvez des objets en or ou en argent, à mon avis, ils sont en or ou en argent. Ils peuvent se tromper, évidemment, comme tout le monde, mais je pense qu'ils sont particulièrement attentifs à cet aspect-là. Mais juste pour une serrure en argent ou en or doit forcément comporter des pièces en acier, parce que sinon ça ne marche pas. Après, elle peut avoir un décor d'argent, effectivement.
C'est plus une remarque, une question pour Pierre Mille. Vous avez montré les planches isolées qu'on peut trouver, qui sont bouffetées ou à grains d'orge, que vous avez associées spécifiquement aux meubles, aux coffres. On en trouve aussi sur les armoires, notamment sur l'armoire de Bayeux qui est conservée dans le trésor de la cathédrale de Bayeux. On a exactement le même type de planches pour les côtés et pour le fond qui sont utilisés. Donc est-ce qu'il y a d'autres moyens, est-ce que vous aviez d'autres éléments ici pour les... Alors le contexte archéologique fait que c'est plus souvent des coffres que des armoires qu'on va pouvoir jeter comme ça. Mais si c'est une planche unique, et pas celle du fond qui peut être effectivement rainurée pour accueillir le fond, ça peut être plus problématique d'identifier spécifiquement un coffre alors que ça peut aussi être à une armoire. Je comprends, oui. Pour Charavine, en fait, on avait donc des planches qui étaient assemblées sur les 4 côtés, donc on avait simplement un panneau carré. C'est vrai que la restitution du coffre était la plus aisée. À 3, on a des planches plus le boîtier. Est-ce que c'est une porte? Je ne pense pas. Donc, ou un coffret, c'est sûrement un coffre. Et à Saint-Denis, la démonstration à la fois de l'empreinte et puis de l'immeuble de façade où on a une charnière, c'est un coffre, c'est pas une porte. Voilà. Le boîtier de serrure de 3 peut être un boîtier d'armoire, mais ça peut fonctionner. Après. Je ne dis pas que ça l'est, c'est impossible de discriminer, mais c'est une possibilité qu'on peut. Après, c'est la longueur des planches. Ah oui, ça c'est autre chose. Voilà. Pour le boîtier. Ils sont bavards, les archéologues. Bien, je vous donne rendez-vous à 14h pour la suite du programme. Et en tout souci d'honnêteté, vous annonce que malheureusement Xavier Barral ne peut pas venir et que donc je lirai sa conférence qui est passionnante. Donc ne partez pas.